Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Dans cette vidéo, nous allons parler de la thérapie transpersonnelle ou comment trouver le sens de sa vie. Pascal Polizzi aide depuis de nombreuses années les personnes en quête de sens à trouver qui elles sont et ce dans quoi elles peuvent se réaliser. Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que le transpersonnel ? Alors, le transpersonnel, c'est une branche de la psychologie humaniste qui est née aux États-Unis dans les années 1969. C'est Abraham Maslow, qui est un psychologue du travail, qui a créé la pyramide des besoins, et puis Stanislas Grof, qui lui a fondé la respiration holotropique, qui ont créé ce mouvement. Le transpersonnel, déjà si on part de l'étymologie du mot, on a l'adjectif personnel, et puis on a le préfixe trans, qui en latin signifie au-delà, par-delà. Donc le transpersonnel s'occupe de ce qui est au-delà de la personnalité, au-delà de l'ego. Donc c'est une approche qui intègre la dimension spirituelle de l'être humain, donc le besoin de dépassement de soi. Dans les différentes branches de la psychologie, on connaît la psychanalyse de Freud, les thérapies comportementales et cognitives, la psychologie humaniste, et jusque-là on s'était arrêté au besoin de réalisation de soi. Or, on se rend compte qu'un des autres besoins de l'être humain, c'est justement, ça peut être le domaine métaphysique et la spiritualité. Donc de donner un sens à sa vie. Exactement. Donc quand on parle de métaphysique, c'est justement toutes ces notions, quel est le sens de ma vie sur Terre, quel est le sens de la vie sur Terre, d'où venons-nous, où allons-nous, toutes ces grandes questions auxquelles les religions, la philosophie a essayé de répondre, mais il est évident que chacun a sa vision, la spiritualité, et chacun doit trouver sa propre réponse. Donc il était nécessaire qu'il y ait des thérapeutes qui puissent intégrer dans leur cadre cette notion de recherche spirituelle. Donc pour le thérapeute transpersonnel, la notion de crise existentielle, d'émergence spirituelle fait partie de son cadre. C'est-à-dire qu'on part du principe que derrière un mal-être d'une personne, il peut s'agir d'un problème spirituel. Alors, un exemple très classique, c'est la personne qui arrive en nous disant « j'ai tout pour être heureux ». J'ai un job intéressant, une famille où tout va bien, je m'entends bien dans mon couple et pourtant je ne suis pas heureux. Il y a un mal-être que la personne n'arrive pas à identifier et c'est le besoin de répondre à cette question. Une autre des difficultés, c'est par exemple cette nécessité à se connecter à quelque chose de plus grand que soi. La spiritualité, c'est ça. Et la personne, elle ne sait pas comment faire. Comment est-ce que je me connecte à quelque chose de plus grand que moi ? Donc elle va essayer des pratiques, la méditation par exemple, et puis elle trouve que ça ne lui fait aucun effet. Eh bien oui, parce que la méditation n'est pas forcément une pratique spirituelle. La méditation peut être un très bon exercice pour apaiser son mental, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne crée pas de connexion spirituelle. Donc le thérapeute transpersonnel va l'accompagner pour qu'elle puisse trouver quelles sont ses pratiques, qui peuvent être vraiment très particulières. Ça peut être faire du jardinage. Faire du jardinage pour une personne, c'est son moment sacré. Ça peut être de chanter sans musique, de danser sans musique, ça peut être du coloriage de mandala. Donc, vous voyez, ça peut prendre toutes sortes de formes et ça va être important pour la personne qu'elle puisse savoir qu'est-ce qui lui correspond. Et alors comment vous faites pour accompagner ces personnes justement dans cette quête de sens et pour qu'elles trouvent le sens de leur propre vie ? Alors, on va utiliser un biotest. Ça va être très important. Le biotest, donc il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent. On connaît le pouls chinois chez les acupuncteurs, le MRP, ça c'est le biotest des ostéopathes, le test musculaire pour les kinésiologues. Il y a un biotest qu'on connaît très bien, c'est le test radiesthésique avec le pendule. Donc tous ces biotests, ce sont des possibilités d'interroger le corps. Et puis donc on va poser la question au corps. Parce que le corps peut avoir cette information qui est d'ordre métaphysique, entre guillemets. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le corps va nous répondre, c'est très bien ce qui est bon pour lui. Donc, si on fait des propositions au corps, il va nous dire, ou il peut nous répondre, oui, non, ça me correspond, ça ne me correspond pas. Ensuite, par rapport à la question de la recherche de sens, l'accompagnement, il va se faire, c'est le principe de la maïotique, c'est-à-dire que c'est Socrate
qui utilisait la maïotique, et on va faire accoucher la personne de sa réponse. Donc là, c'est tout un, comment expliquer, une pédagogie qui est liée. Et le test, là aussi, va nous guider parce que on va orienter nos questions, on va poser plutôt cette telle ou telle question, on va lui demander d'approfondir parce que le test va nous dire oui, il faut insister sur ce point, il faut poser cette question, etc. Est-ce que vous avez des outils à votre disposition pour aider la personne à aller vers son chemin, entre guillemets? Oui, alors en transpersonnel, il y a un outil qu'on va utiliser qui est le rêve éveillé. Donc, pour revenir un petit peu à l'historique, la branche transpersonnelle, puisqu'elle inclut la dimension spirituelle, elle s'est intéressée non seulement à étudier les comportements normaux et pathologiques de l'individu, mais également tout ce qui touche le supranormal, c'est-à-dire tous les états où l'être humain peut évoluer en dehors de son fonctionnement et de son développement quotidien. Donc, le transpersonnel étudie tout ce supranormal et ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, toutes les expériences liées à des états modifiés de conscience. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est un état modifié de conscience? Alors, un état modifié de conscience, c'est un état mental qui est différent de l'état d'éveil ordinaire. Donc, dans les états modifiés de conscience, vous allez trouver par exemple les voyages astraux, ce qu'on appelle les sorties de corps, l'état de transe, le somnambulisme. Vous aurez également l'extase, mais l'orgasme est aussi un état modifié de conscience. Vous aurez toutes les expériences psychédéliques, quand on prend des substances, les expériences NDE, les de mort imminente, ce sont des états modifiés de conscience. Vous allez avoir également toutes les expériences mystiques. Quand dans le bouddhisme, on évoque l'état d'illumination, d'éveil, en hindouisme, quand on parle de la dissolution de l'être dans le brahman, tout ça, ce sont des expériences mystiques qui sont liés à des états modifiés de conscience. Donc ces états, ils peuvent être provoqués, soit en prenant des substances, donc il y a des substances, les champignons hallucinogènes, le cannabis, la weshka, qui est un mélange de plantes, l'alcool provoque des états modifiés de conscience, et puis des substances de synthèse, le LSD, l'ecstasy. Vous avez aussi des méthodes psychologiques qui permettent de passer en état modifié de conscience, l'hypnose, la sophrologie, donc le rêve éveillé, tout ce qui est respiration intensive. Et puis, vous avez également des états modifiés de conscience qui vont être liés à des pratiques spirituelles. Donc, on peut avoir la méditation, mais on peut avoir le tantra aussi, où on a une recherche de passer à un état de conscience qu'on va qualifier de supérieur. Donc, vous utilisez le rêve éveillé. Et alors, comment vous guidez la personne? Comment ça fonctionne? Alors, pour le rêve éveillé, on va mettre la personne en état modifié de conscience d'une façon extrêmement simple, puisqu'on va lui demander de respirer, d'avoir des inspires et des expires de plus en plus profonds. Donc, on lui demande de respirer profondément sur 3 ou 4, inspire et expire. Et à partir de ce moment-là, elle est en état modifié de conscience. On va lui proposer un objet. On va lui demander de penser par exemple à une clé, et puis qu'elle nous décrive la clé qui lui arrive à ce moment-là à l'esprit. Et il va commencer, l'inconscient va envoyer au fur et à mesure toutes sortes de symboles, sachant qu'au départ d'un rêve éveillé, il y a toujours un objectif thérapeutique. Donc il y a eu un entretien, et donc le rêve éveillé a un objectif thérapeutique. L'inconscient, en transpersonnel, on considère que l'inconscient est un atout, que c'est vraiment une source de potentiel, de ressources, de solutions. Et on va donc utiliser cette ressource de l'inconscient. L'inconscient va envoyer tout ce qui est nécessaire, d'une façon vraiment écologique, pour que la personne elle puisse vivre une boucle thérapeutique à travers le rêve éveillé. Donc la pratique du rêve éveillé, si c'est vraiment que du rêve éveillé, il va y avoir un cycle entre 10 et 15 rêves éveillés, avec une série de rêves où au départ, les rêves vont surtout être utilisés pour mobiliser les ressources de la personne. Et puis pour le permettre de découvrir et d'accéder à sa liberté intérieure. Comment ça se traduit concrètement?
Alors concrètement, la personne, si vous voulez, il va y avoir des images qui lui arrivent. C'est comme un film qui peut être sous forme avec toutes sortes de symboles. Donc c'est un film qui se déroule. On va lui demander de nous décrire ce qu'elle voit. Donc les images qui vont arriver, vous pouvez avoir des éléments de la BD qu'elle a vue la veille, de choses piochées dans Walt Disney, comme un mélange de fantastique, de fées, d'arbres qui parlent. Vous voyez, on est vraiment comme dans un rêve où tout est possible. Et justement, il va y avoir un travail pour que la personne ne censure pas les images, puisque ça va être extrêmement plein de fantaisie et d'imaginaire. Si elle voit arriver un éléphant rose, il faut qu'elle puisse dire « je vois un éléphant rose ». Vous voyez, c'est vraiment, on est dans le domaine où l'inconscient va utiliser des symboles. Et ce qui va être intéressant, c'est que à la fin d'un rêve éveillé, il n'y a rien à interpréter. Le rêve éveillé, c'est vraiment une boucle thérapeutique qui se suffit en elle-même. À la fin du rêve éveillé, la personne, elle se sent bien. Elle est dans un état... Un travail qui se fait. Exactement. Un travail très profond qui durera dans le temps. Et elle met en place au fur et à mesure, vous voyez, des bases en interne. Donc on n'interprète rien. On reste sur le ressenti de la personne. Et au fur et à mesure de faire ses rêves, qu'est-ce qui fait que la personne va à un moment, par exemple on va dire une personne qui est perdue dans sa vie, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va ressentir ce qui est juste pour elle? Donc à partir du moment, vous voyez, où donc ces deux premières étapes, où on va créer, où la personne crée en interne un cadre de sécurité bienveillante, où justement elle a intégré qu'il y a un espace à l'intérieur d'elle-même qui est ressourçant, régénérant, bienveillant. Il y aura là, dans la troisième étape, là elle va pouvoir aborder son histoire personnelle. Et elle va pouvoir traverser ses difficultés, les émotions refoulées, et donc elle va pouvoir réparer ses blessures internes. Et puis dans une quatrième étape, eh bien là, elle va vivre ce qu'on appelle un parcours initiatique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la personne, dans les symboles qu'elle va traverser, elle va vivre les grands mythes de l'humanité. Donc elle vit une sorte de parcours initiatique en interne, en référence aux grands mythes de l'humanité. Donc elle se reconstruit. Elle va être reconstruite et elle va avoir des bases où là on n'est plus dans le domaine de son inconscient individuel, mais où elle va pouvoir puiser dans l'inconscient collectif, mais le grand inconscient collectif, celui qui est vraiment source de richesse et de potentiel. Et les symboles qui vont lui arriver, est-ce que ce sont des symboles communs à toute l'humanité ou est-ce qu'on a des symboles propres à soi? Comment ça se fait? Alors, dans la première partie des rêves, ce sont vraiment des symboles qui sont propres à la personne. Parce que vous voyez bien, l'inconscient va envoyer des symboles que le mental ne pourra pas comprendre. On est vraiment dans un travail avec l'hémisphère droit, donc l'hémisphère gauche n'a pas sa place, il faut accepter ça. Donc toute la première partie du travail de reconstruction, ce sont des symboles vraiment personnels. Et puis justement dans cette quatrième série de rêves, on s'est rendu compte, donc c'était Georges Romet dans les années 70 qui a mis au point cette technique du rêve éveillé libre. Il s'est rendu compte qu'à la fin du cycle des rêves éveillés, eh bien, les gens justement revivaient des symboles qui étaient communs à toute l'humanité. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle va vivre le passage où on traverse avec une barque, par exemple, et comme dans les symboles égyptiens, les fameux fleuves où on passe de l'autre côté, où elle va voir apparaître un œil, donc c'est l'œil d'Horus. Vous voyez, elle va faire référence à des symboles alors que ce sont des personnes qui sont de toute culture et qui n'ont pas forcément évidemment de culture sur l'Égypte ou la Grèce antique. Par exemple, un autre passage, il va y avoir un rêve où la personne va voir par exemple un arbre avec des branches mortes, la moitié est avec des branches mortes et la moitié est avec un feuillage. Elle va voir un chevalier noir sur un cheval blanc, une nappe à carreaux noir et blanc. Et là, on est vraiment, par exemple, dans la notion de l'énergie du yin et du yang. Vous voyez, de ce côté des deux polarités. Donc, à travers ce rêve, elle est en train d'intégrer ces deux polarités et de pouvoir les vivre comme une danse. Donc, effectivement, la dernière partie, il y a des symboles communs à toute l'humanité. C'est le même type de symbole qu'on peut avoir en rêve la nuit?
Alors, les rêves la nuit, il faut falloir distinguer différents rêves. Parce que vous avez des rêves qu'on appelle embrouillamini, c'est-à-dire uniquement embrouillamini. Embrouillamini. C'est-à-dire que ce sont des rêves où la psyché utilise le temps du rêve pour se réorganiser en fonction de la journée. Donc ce sont des rêves qu'il n'y a pas à interpréter. Ensuite, vous avez, si une personne est en travail, par exemple si elle est en travail en psychanalyse freudienne ou en psychanalyse jungienne, à ce moment-là, comme on utilise les rêves dans ce type d'approche, l'inconscient va créer des rêves qui vont être utilisés selon, si vous voulez, si c'est une approche freudienne ou une approche jungienne. Donc, vous voyez, s'il y a une intention, là, le rêve, il y aura du travail à faire. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, par exemple. Donc là, c'est une autre catégorie de rêves et qui vont être plus en lien avec des gens qui vont être hypersensoriels et qui sont capables de capter des informations qui sont présentes dans le quantique. Mais là aussi, si vous voulez, le rêve, l'information qui arrive, elle arrive de façon symbolique. Donc, il va falloir interpréter le message. Si la personne voit, par exemple, en rêve qu'une autre va avoir un accident, il va falloir décoder, puisque la personne qui apparaît dans le rêve, ça peut être une facette d'elle-même. Donc ça peut être son énergie yang qui peut avoir un accident, c'est-à-dire que si cette personne est toujours dans le faire, à un moment donné, elle peut tomber dans l'épuisement et c'est ce que le rêve vient lui dire. Donc vous voyez, au niveau de l'interprétation des rêves, il faut être très vigilant, puisque ils ça ne sont pas tous au même niveau. Voilà, il y a vraiment toutes sortes de rêves. D'accord. Vous avez utilisé le terme d'état modifié de conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence avec ce qu'on appelle une expansion de conscience? Et est-ce que l'état modifié de conscience peut être dangereux? Alors, donc l'état modifié de conscience, c'est donc un état mental différent de l'état mental éveillé, de l'état éveillé. Eh bien, tout va dépendre de l'intention du thérapeute. C'est-à-dire que si on fait un travail en hypnose, on revient au rêve éveillé, eh bien, l'état modifié de conscience peut aider à créer, par exemple, à faire une libération émotionnelle. Mais ça peut aussi aider à avoir une prise de conscience d'un schéma limitant, ou encore à nous permettre une meilleure perception de notre corps. Donc là, on est bien dans un objectif à ce moment-là qui est d'ordre thérapeutique. L'état modifié de conscience, ça permet de créer un dialogue entre conscient et inconscient. Et la présence du praticien crée une sécurité. Quand on est dans le cadre d'un coaching ou par exemple d'un travail de connaissance de soi, à ce moment-là, on va plutôt être dans le domaine de l'expansion de conscience. Et là, l'objectif de passer en état modifié de conscience, c'est de pouvoir repousser les limites de sa perception de la réalité, à expérimenter une réalité différente de la réalité ordinaire, mais dans un objectif de meilleure connaissance de soi. Donc il n'y a pas le même objectif, expansion de conscience ou état modifié de conscience. Ensuite, les pièges, vous voyez, c'est derrière la notion d'intention. C'est-à-dire que si on utilise l'état modifié de conscience pour un travail de groupe ou un individuel, si l'intention qui est posée est floue, la personne elle va expérimenter du flou. Si on a une intention qui est trop autoritaire, la personne va expérimenter du dogmatisme. S'il n'y a pas d'intention, que la personne est totalement dans le libre arbitre, eh bien elle va expérimenter son imaginaire. Donc la créativité quand elle délire. Et là, quand le rêve est éveillé, par exemple, ou l'état modifié de conscience est terminé, aucune des informations n'est exploitable, parce qu'il n'y a pas eu d'intention. Et comment vous, en tant que thérapeute, vous allez déceler ça chez la personne? C'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, c'est à nous de poser l'intention. Donc c'est à nous d'être extrêmement cohérents, et on va poser une intention en fonction de l'objectif de la séance. C'est-à-dire qu'il y a toujours un entretien, et puis de cet entretien découle un objectif, et l'état modifié de conscience provoqué par rapport à l'objectif. Et alors, une personne qui vient vous voir justement pour un travail transpersonnel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vont se dérouler les séances? Combien de séances il y a? Comment ça se passe? Alors, une personne qui aimerait faire un travail en transpersonnel avec l'outil du rêve éveillé, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est une série entre 10 et 15 rêves éveillés.
Donc le rythme va dépendre des possibilités de la personne. Si on fait un rêve éveillé tous les 15 jours, ça c'est presque idéal, mais si la personne ne peut en faire que tous les mois, le processus sera simplement plus long. Et donc on va partir, le rêve éveillé, il y a toujours une image de départ qui va être le point de départ de cette espèce de film du rêve autour duquel va s'articuler la séance. Donc là aussi le biotest va nous aider. Mais pour les gens qui ont fait une formation transpersonnelle et qui n'auraient pas de biotest, eux, ils ont des protocoles comme en hypnose et ils vont utiliser à ce moment-là les protocoles. Et un rêve éveillé dure combien de temps à peu près? Alors, le rêve éveillé, ce sont des séances de 50 minutes. Voilà. Et donc là aussi, si vous voulez, c'est l'intention du thérapeute. C'est-à-dire que si on pose l'intention que dans notre séance, on a 10 minutes pour l'entretien, qu'on a 25 minutes pour le rêve éveillé et 10 minutes pour clore l'entretien, l'inconscient va programmer un rêve éveillé et une boucle thérapeutique sur 25 minutes. Si on veut que ça dure 1 heure, le rêve éveillé durera 1 heure. Et comment ça se concrétise au fil des séances avec vos patients? Comment vous voyez leur transformation et à quel moment? Est-ce qu'à un moment il y a un déclic et ils trouvent la solution? Ou c'est progressif? Comment vous voyez leur évolution? Alors souvent, si vous voulez, la personne, déjà elle se sent de mieux en mieux. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle sort d'une séance de rêve éveillé, elle se sent bien. Puisque chaque fois, c'était quelque chose qui était constructif, dynamisant. Donc, le rêve éveillé, par exemple, il y a au niveau des personnalités, quand on a une personne qui a été très touchée dans l'estime de soi, avec vraiment des blessures profondes, le rêve éveillé est un outil extraordinaire puisque justement, elle va découvrir cette liberté intérieure, cet espace d'une infinie richesse. Dans toute la symbolique, c'est extrêmement beau quand on écoute la personne qui fait son rêve éveillé. On est dans des paysages, des situations absolument merveilleuses. Donc vous voyez, la personne, elle découvre qu'il y a tout ça à l'intérieur d'elle. Donc elle repart, elle se sent de plus en plus riche, de plus en plus riche. Vous voyez, donc déjà en interne, il y a un bien-être, il y a des choses qui vont s'apaiser. Dès que vous avez une émotion qui a été apaisée, vous vous sentez mieux. Puis l'entourage aussi va lui renvoyer le fait qu'elle est mieux, qu'elle est plus stable. Voilà, il y a tout. C'est progressif, c'est progressif, ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, elle va résoudre les choses, puisqu'elle rentre de plus en plus aussi en référence interne, de façon naturelle. Elle se reconnecte avec ce qu'elle est vraiment. Tout à fait, tout et à fait. Elle a été avec son potentiel et toutes ses ressources. Oui. D'accord. Si on veut vous consulter pour un travail en transpersonnel, on peut vous contacter via votre site internet. Vous pouvez nous rappeler l'adresse? Donc, ethérapie.fr. Voilà, donc ethérapie.fr. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le transpersonnel. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.